Bonjour et bienvenue à la critique aiguigeante pour cette review pas très élogieuse de Dororodoro. Hein, celui de 2019 parce que Dorororo, ouais. C'est un anime qui date de 1969 et on a le droit à une reprise en 2019. Je l'ai regardé parce qu'on me l'avait suggéré de regarder son premier générique qu'on jugeait de qualité et il est, j'en reviendrai plus en détail à la fin de la vidéo. Mais je me suis dit, c'est 24 épisodes, alors pourquoi ne pas écouter la série? Ça devrait pas être si long et dommageable. Et finalement, si je pouvais retourner dans le passé, je m'avertirais de ne pas le faire, parce que c'est pas une série que je recommande. Honnêtement, absolument, je suis quand même assez sélectif et je m'en sors assez bien. Généralement, c'est soit moyen, mais rien de vraiment, je regrette, je me dis, bon, ça m'a rien apporté. C'est le cas pour cette série-là. Donc, pour argumenter, on va voir comme d'habitude l'histoire, les personnages, la qualité d'animation. Et je crois que ça va être ça. Et à la fin, on aura aussi les génériques que je pourrais discuter comme point bonus si on veut. Donc, au niveau de l'histoire, je vais spoiler à fond la caisse, mais je peux quand même rappeler à ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que l'histoire. Donc, Dororo, on suit l'histoire de Yakumaru et Dororo qui vont partir tuer du démon afin de récupérer les parties du corps ou les sens de Yakumaru. Parce que ce dernier, malheureusement, son père a sacrifié, offert son fils, du moins, il a offert quelque chose en échange à des démons pour que ces derniers protègent ses terres, et les démons ont choisi de prendre à peu près tout sur Yakumaru, à l'exception de ce qui reste, je pense, c'est sa tête et son tronc. Donc la série débute, il n'y a à peu près rien, et à mesure qu'il tue des démons, il va récupérer les parties de son corps. En grosso modo, c'est ça la prémisse de l'histoire, si on veut. Et c'est drôle parce que cette prémisse-là a beaucoup de potentiel. On ressemble un peu même à un Full Metal Alchemist, c'est-à-dire qu'on s'en va dans une quête qui vise à récupérer ce qu'on a perdu, mais même si c'est que 24 épisodes, au final, c'est trop long. On dirait qu'ils ont très mal géré leur temps. Ça aurait pu être un 12 épisodes, voire un 16, ou ça aurait pu être un 24, mais mieux géré. C'est un peu long. Ce qui aurait dû être un sentiment de... On dit quand on se sent... Il faut que cette quête-là soit longue, qu'on la sente à travers le personnage, qu'elle a été longue, mais que la lumière au bout du tunnel est proche. Et si t'as l'impression que la lumière, elle est direct déjà là c'est un peu dommage à ce niveau-là. Dès le 12e épisode, tous les enjeux sont posés, et après, la série fait carrément un peu du surplace. Et quand je parle des enjeux, c'est que dès le 12e épisode, on voit un peu, comment dire, la tendance finale qui va se passer. On a deux camps, ceux qui sont du côté, si on veut, contre Yakumaru, c'est-à-dire qu'ils disent, faut pas buter les démons, parce que c'est à travers la protection des démons que les terres connaissent leur prospérité et évitent la guerre, etc. Et de l'autre côté, tu as Yakumaru et Dororo qui se disent, non, on va tuer les démons parce que on a volé ces choses-là à Yakumaru, on lui a jamais demandé. Mais c'est quand même un dilemme intéressant dans le sens où Yakumaru, à un certain moment donné, pourrait se contenter de se dire bon, j'ai récupéré quand même une partie de sens intéressant, je vais m'arrêter là. Mais le problème, c'est que l'enjeu, on discute pas pleinement du conflit philosophique. C'est intéressant, mais faire du surplace avec ce même enjeu-là pendant la seconde moitié, c'était du lourdingue. C'est vraiment qu'à l'épisode final qu'on va finalement développer plus la réflexion par rapport à ça, et de façon un peu niaise, se disant juste que comme, bon, si on comptait sur les démons pour nous protéger, ça valait pas grand-chose finalement. Ok, mais les 12 épisodes pour arriver à ça, c'était pas super, d'autant plus que les personnages vont juste répéter les mêmes débilleries. On a Tao Maru, je pense, le frère de Yakumaru, qui va juste dire « Il faut que je me débarrasse de toi pour protéger les terres! » Et l'épisode d'après « Il faut que je me débarrasse de toi pour protéger les terres! » C'est... Encore et encore, c'était vraiment pas... C'était redondant, honnêtement. Et ce qui n'aide pas aussi l'histoire, c'est le fait que se dire que bon, probablement que les démons sont importants au centre de ce récit-là. Non. La plupart des démons n'auront à peu près pas de personnalité, à l'exception de quelques-uns. Donc, sont pas vraiment des personnages super intéressants. Leur design, pour certains, est un peu plus recherché. Le problème, c'est qu'ils sont absolument pas mis en valeur, parce que grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'un démon arrive, Yakumaru, s'il est face à ce démon-là, il va l'affronter et gagner. De mémoire, il y a seulement 2 démons qui posent vraiment de la difficulté à Yakumaru. Les autres se font juste tous dégommer. Fait que finalement, l'affrontement n'est pas super intéressant en lui-même. Je peux donner 2 exemples. À un certain moment donné, il y a 2 requins. L'un d'eux meurt et l'autre bouffe l'autre. Et pour devenir ainsi un super requin, on apprend qu'en réalité, le requin, ces requins-là étaient des démons. Et le super requin, tu te dis, c'est peut-être une menace, peut-être que là, il va faire baver Yakumaru. Si je dis pas de bêtises, 1 minute après son apparition, le super requin est déjà mort. Yakumaru le bute super aisément. Donc, à quoi servait le super requin? Je ne sais vraiment pas. Également, un peu plus tard, on a également un démon qui bouffe un humain et que ça lui permet de muter. Encore une fois, on se dirait que bon, là, il va avoir une forme de défi. Non, on coupe. On ne voit même pas en fait le combat, ça n'en vaut pas la peine. On passe directement à Yakumaru qui a réussi à gagner.
Probablement qu'il a quand même poursuivi le démon sur une longue distance, et peut-être que le combat a pu être difficile, mais on n'a pas cette impression-là quand même. On a vraiment l'impression que c'est carrément Yakimaru qui... C'est lui le prédateur, hein, et pas du tout la proie. Il y a rarement des combats d'égal à égal, donc au final, ça fait en sorte que ces combats-là sont pas intéressants. Alors que la série met en place un concept qui ferait en sorte que ça aurait pu l'être de plus en plus, que les batailles seraient toujours de plus en plus dures, dans le sens où, au début, Yakimaru, comme je l'ai dit, c'est juste un ton et un torse, donc il a des bras faits en bois. Il est un peu comme un Terminator, hein, il est davantage un hybride si on veut, il connaît pas la douleur en plus. Donc c'est réellement une machine à tuer. Hein, tu pètes sa jambe, il s'en fout, c'est pas la sienne. Donc l'idée c'est qu'au fur et à mesure qu'il récupère des parties de son corps, notamment ses jambes, ses sens, il devrait être pénalisé parce qu'il n'est pas habitué d'entendre, il n'est pas habitué de se mouvoir avec ses propres jambes. Il a un handicap, il devient de moins en moins efficace à mesure qu'il récupère les parties de son corps. Et on explore très brièvement cette idée pour après coup l'acheter aux poubelles parce qu'on se dit, bon, non, il est toujours aussi balèze, il dégomme tout le monde, c'est une machine à tuer. Même qu'à la fin, quand il récupère ses bras, on pourrait vraiment se dire que bon, lui il est pénalisé parce qu'il n'est pas du tout habitué de se battre avec ses bras, parce qu'habituellement ses lames étaient rétractées dans ses prothèses. Non, toujours aussi balèze, en fait ça lui donne même une allonge supplémentaire. Donc vraiment, on a une série où les combats sont pas ouf, parce qu'il n'y a pas vraiment de tension. Et vous le savez, j'aime de la tension dans mes récits, donc si vous voulez voir un héros qui vainc super facilement des démons, ben allez-y. Ben, moi c'est pas mon intérêt tant que ça. Donc vraiment, on a une série qui n'a pas de tension et qui est assez redondante au niveau de son histoire. Et si on passe au niveau des personnages, j'ai déjà parlé un peu de Yakimaru, mais c'est quand même un des personnages qui évolue le plus, c'est-à-dire qu'au début, il dit rien, forcément parce qu'il n'est pas capable d'en parler, pas capable d'entendre, pas capable de voir. Et éventuellement, on voit sa personnalité surgir avec ses capacités à parler, de s'exprimer toujours de plus en plus, sa capacité à sourire. Donc vraiment, ce personnage-là connaît une progression qui est quand même agréable, bien que parfois un peu trop rapide, dans le sens où il récupère des parties de ses corps. Des fois, ils sont assez osefs. À un certain moment donné, si je dis pas de bêtises, il récupère sa colonne vertébrale. Il m'a laissé un peu perplexe. Dans le sens où, quoi? Ils ont mis une prothèse de colonne vertébrale. Comment est-ce que c'est possible? D'autant plus que on récupère une partie de son corps qui change à peu près rien. Ça, je vois pas vraiment de différence. Donc je me dis, c'est quoi l'intérêt? Ça aurait pu être intéressant d'aller plus lentement pour avoir justement ce sens de la progression-là, mais il récupère quand même tout assez rapidement. Là. Un bras, dont les bras c'est la fin, mais il récupère ses jambes. Alors qu'elle aurait pu récupérer, je sais pas moi, des moignons, un genou, qu'elle soit plus lent pour qu'on ait justement ce sens de la progression, alors que là c'est un peu trop rapide. Hein, ce sens-là de l'aventure longue n'est pas présent. C'est dommage. Mais n'en avons pas moins que Yakimaru, c'est un des personnages les plus réussis. Et pour poursuivre dans les personnages réussis, je pense que le personnage de Itachi, si on veut, c'est un personnage secondaire de 3e rang, mais il est bien réussi parce que il perdure à travers l'œuvre. Hein. On ne l'a pas vu que 1 ou 2 épisodes, puis bang, il meurt. Non, il perdure, je pense qu'on le voit peut-être 4 ou 5 épisodes, et qui sont éparpillés à travers la série. Donc ça, c'est vraiment un personnage que je trouve est mieux géré. Pas géré de la meilleure façon qui soit, mais mieux géré, parce que le problème, si on demeure dans les personnages secondaires de 3e rang, c'est que la plupart vont être là 1, 2 épisodes, c'est tout. Alors que même à la fin, en fait, Dororo doit partir dans sa quête de rebâtir un meilleur monde, on introduit des personnages secondaires de 3e rang à la toute fin. Et on a encore un peu cette impression-là que est-ce que c'est des personnages que j'ai vus auparavant puis qui le retournent? Parce que c'est vraiment la façon de se présenter, c'est le sentiment qu'on a. Mais non, c'est vraiment leur première apparition, alors que ça aurait été bien justement qu'on les mette en place avant et qu'ils reviennent. Mais ce ne fut pas le cas. Il n'y a pas de personnage vraiment de 3e rang qui demeure tant que ça. On a soit des personnages principaux ou secondaires. De 3e rang, de semi-importance, il n'y en a pas vraiment. Ils sont là pour leur épisode, puis ils meurent. Et c'est d'autant plus dommage parce qu'à un certain moment donné, on a un personnage, une fille, et aussi c'est couple d'autres enfants. Et Yakimaru va tomber en amour avec cette dernière, mais elle ne survivra pas à ces 2 premiers épisodes. C'est dommage, on aurait eu intérêt à utiliser davantage ce personnage-là au lieu de simplement le créer puis après ça s'en débarrasser. Au niveau des personnages secondaires, je trouve que c'est des personnages un peu plus intéressants, notamment celui du prêtre et le père adopté de Yakimaru. C'est des personnages qui ont des réflexions les plus intéressantes et des histoires peut-être aussi un peu plus intéressantes, des character design. Bref, c'est des personnages que j'apprécie un peu plus dans l'œuvre. Les personnages principaux, pas vraiment, honnêtement, c'est pas des personnages. Ils ont à peu près aucune progression. Le frère de Yakimaru, c'est intéressant de voir à quel point comment il vit un conflit au début, et après coup, comme je l'ai déjà dit, il tombe juste dans son mode faut que je tue mon frère parce que c'est la bonne chose à faire pour sauver la Terre, et que c'est juste à la toute fin qu'il évolue. Il y a quand même un complexe par rapport à ce qu'il sent inférieur à son grand frère, sa mère le préfère à lui, etc. C'est quand même bien, mais c'est pas non plus le personnage le plus exaltant de la chose, d'autant plus que Yakimaru est plus fort que lui, on nous fait croire que peut-être qu'il va devenir un autre. Non. Encore une fois, même si les DD de ces 2 gardes du corps qui sont également des personnages bien, mais pas super,
Non, Yakimaru est plus fort qu'eux, donc c'est jamais vraiment une menace, donc à quoi il sert? je sais pas. La même chose, on pourrait penser que le père de Yakimaru, qui est un peu l'investigateur de tout ce qui se passe, c'est lui qui a fait le pacte avec le démon, on pourrait penser qu'il se mourrait plus. Non, pas vraiment, on s'intéresse pas tant à lui, c'est juste au dernier épisode que on lui daigne, je pense, un petit 5 minutes. Et je pense qu'il aurait fallu mettre un peu plus de temps sur ce personnage-là et travailler, mais ce ne fut pas le cas. Et on peut garder Dorororo, hein, cette petite fille qui semble être un garçon, mais qui est une fille. Pourquoi est-ce que c'est une fille alors qu'elle ressemble à un garçon? Je sais pas, encore une fois, on dirait un personnage androgyne. Pourquoi c'est le cas? Il n'y a aucun intérêt. Honnêtement, ça aurait pu être l'un ou l'autre. Mais on dirait qu'on veut délibérément faire une ambiguïté parce que c'est vraiment garder secret au début, mais ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi. Peu importe. Mais c'est pas un personnage super intéressant. Honnêtement, c'est un peu le boulet de l'équipe. Imaginez-vous peut-être bien Edouard et Alphonse. Ici, dans la première mouture de la Fulltime Alchemist, Alphonse était un peu boulet. Ici, c'est assurément boulet, là. Il fait pas grand-chose pour venir aider Yakimaru contre les démons. C'est même, en fait, absolument le contraire. Donc, je comprends que c'est un peu le contre-côté à Yakimaru qui est un peu plus sombre. C'est le côté joyeux, enfantin. Mais c'est pas un personnage qui évolue particulièrement à travers la série. Donc, c'est vraiment... Je vois pas trop l'intérêt. D'autant plus que, spoiler, hein, je veux dire, Yakimaru veut être avec Dorororo, puis je comprends vraiment pas pourquoi, ça finit... C'est pas vraiment une fin queue de poisson, c'est juste une fin un peu trop énigmatique, qu'est-ce qui se passe. Ils se séparent. Yakimaru fait juste comme moi, bah, je m'en vais, hein. Je t'ai vu Dororo et je m'en vais, je pars. Pourquoi est-ce qu'ils se séparent? J'ai pas pleinement compris. À moins que j'ai trop regardé ça rapidement, mais vous m'en répondez dans les commentaires, mais vraiment, Dorororo, c'est pas un personnage super exaltant. Surtout qu'elle arrête pas de... Elle arrête pas, hein. Elle arrête pas de dire Aniki, 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 ça devient un peu casser les oreilles. Bref, c'est vraiment pas un personnage super intéressant. Aniki, 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 Aniki. Maintenant, au niveau de l'animation, c'est somme toute assez souvent correct. Ça va jamais très haut. Mais par contre, si je me trompe pas, c'est l'épisode 15. Épisode avec une animation dégueulasse. Honnêtement, c'est Dragon Ball Super, épisode 5, multiplié par 10. Hein, c'est souvent des plans éloignés avec une animation faciale ridicule. On se croirait dans Terrence et Philippe dans South Park, si vous connaissez si vous connaissez. C'est de l'animation que j'aurais pu presque faire, et ça, c'est pas un bon point. J'avais peur que ce soit un tournant et qu'on se dise, bon, ben, le reste de la série va avoir le même chute en qualité. Heureusement, c'est un cas isolé, mais n'empêche qu'il faut que je souligne que c'est pas correct de faire ça comme ça. Et d'autant plus que c'est la moitié de la série environ, hein. Alors que techniquement, faut que tu mettes un peu l'effort là pour te donner envie de suivre, de continuer. Quand j'ai vu cet épisode-là, je me suis dit, bon, ben, je pense que peut-être que je devrais arrêter parce que c'est vraiment osef, c'est dégueulasse. En plus, l'histoire est également aussi assez oubliable à ce moment-là. Donc, vraiment, conclusion par rapport à cette série-là, c'est redondant, c'est pas super bien animé. C'est mon absence à vous donner des bons points à la série, vraiment vous dire comme je vous la recommande pour ces raisons-là. Il y en a pas vraiment. Je trouve que l'histoire vole pas super haut, les personnages sont pas particulièrement bien travaillés, les character designs sont pas non plus particulièrement incroyables. Vraiment, non, passez votre chemin, il y a assurément mieux ailleurs, ça ne vaut pas de le détour. Il y a peut-être, et là on rentre dans la partie générique, il y a peut-être le premier générique qui lui en vaut un peu plus la peine. C'est un générique quand même assez animatique. Je trouve qu'au niveau musical, encore une fois, il y a un mixage japonais-anglais que j'adore, mais c'est également un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. J'aime bien quand le chanteur dit Give me fire, à la fin il montre vraiment la note, c'est assez appréciable. Donc, et visuellement parlant, c'est encore une fois, le bon mix, c'est énigmatique, mais ça en montre quand même, donc c'est vraiment un bon générique. Et le deuxième, là, on rentre dans la bonne vieille tradition, c'est-à-dire que c'est un générique qui est assez oubliable, vraiment. Pourtant, c'est Asian Kung Fu Generation qui est derrière la musique. C'est un de mes groupes japonais préférés, bon, je n'en ai pas les tonnes non plus, mais ici, ils sont vraiment sur le pilote automatique. C'est fou à quel point, il y a des moments où tu le sais, c'est censé lever. Tu sais comme, ah oui, c'est censé lever à ce moment-là. Mais c'est juste censé, ça ne le fait pas vraiment. C'est toujours le même ton fade, inintéressant. Visuellement parlant, c'est aussi assez lambda. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de super magique là-dedans, honnêtement. Il y a même à un moment donné, il y a un plan où on montre deux méchants successifs qui vont être présents durant cette deuxième partie-là. Et après coup, on tombe sur ce plan de Tohomaru, le frère de Yakimaru. Et ça semble clairement dire comme, hey, je suis méchant. Il veut dire comme, c'est pas un visage gentil, hein. Pourtant, non. Il va jamais être méchant à travers la série. Il va juste être déterminé à dire, je vais protéger mon peuple. Mais il ne vire pas méchant. Donc pourquoi est-ce qu'on nous montre ça? Je comprends pas. C'est juste un peu... C'est un peu ridicule.
Vraiment, donc, un deuxième générique qui est complètement à la ramasse, que je sautais sans aucune hésitation, parce que musique lambda, visuel qui bouffe. Donc, donc, ça conclut mon avis sur Dororo. Donc, c'est vraiment, je vous le dérecommande chaudement. Passez votre chemin, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Je sais pas si la datation originale de 1969 en vaut plus. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas trop envie de perdre mon temps à le faire, puis que je pourrais regarder un épisode pour me faire une idée. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de Dororo si vous l'avez écouté? Est-ce que vous me trouvez trop dur ou il y a quelque chose de bien dans cette œuvre que j'ai manqué? Donc, comme toujours, on peut en débattre, ça va me faire un plaisir de me nourrir de vos arguments. Donc, pour la prochaine critique exigeante, je pense que ça va être une vidéo peut-être un peu controversée, dans le sens où ça va être Baki versus Genka Asura. Je pense qu'on peut faire un versus de ces deux séries-là parce qu'elles sont à peu près pour le même public cible, c'est-à-dire ceux qui veulent voir de la baston. Et je pense que si vous avez regardé une de mes dernières vidéos, vous savez qui va gagner, mais il y aura polémique et vous verrez pourquoi. Parce que peut-être pas aussi exigeant que je devrais l'être. Donc à voir la semaine prochaine. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettre des pouces bleus et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.